Allez les amis, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Écoutez, je fais cette vidéo très rapide ce matin, elle ne sera pas longue et j'espère que je ne dois pas traîner à la faire. En effet, si je fais cette vidéo ce matin, c'est parce que je vais parler de la situation, je vais reparler des tensions en fait qui règnent entre la Russie et l'Europe. Moi, je précise bien que c'est entre la Russie et l'Europe pour que la Russie puisse comprendre l'intérêt des pourparlers et de la paix parce que d'après les informations qui peuvent être des fake news ou qui peuvent être la réalité, explique que les tensions perdurent entre la Russie, en fait, continuent entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, il est important, aussi bien pour le président Poutine que pour le président Zelensky, de comprendre cet intérêt de la paix. Je leur explique la raison. Tout d'abord, parce que ça concerne la Russie et l'Ukraine, et par ailleurs, parce que ce serait irresponsable de faire perdurer une guerre qui est en train de s'agrandir au niveau des kilomètres. C'est-à-dire que là, on élargit les kilomètres de la guerre de façon à ce que la guerre puisse s'expanser. Le plus important, c'est par responsabilité. C'est-à-dire que même ces deux présidents doivent comprendre qu'ils ont la responsabilité de rétrécir les zones de guerre pour ne pas les expanser. La raison est simple. C'est qu'aujourd'hui, nous entrons dans un monde qui est très cosmopolite. L'Occident est un carrefour cosmopolite. Je ne peux pas compter le nombre de Russes qui travaillent en France ou encore en Europe. Je ne peux pas compter le nombre d'Ukrainiens qui travaillent en Europe. Et d'ailleurs, les Européens de l'Est qui travaillent en Europe de l'Ouest, je ne peux pas. C'est impossible de les compter. On les compte aujourd'hui par millions. Alors, je peux comprendre les tensions qui règnent, mais il faut être responsable. On appelle à la responsabilité. La responsabilité des consciences, la responsabilité d'histoire, la responsabilité des mémoires. Tout d'abord, je vais appeler le comportement, je vais rappeler quelque chose concernant le comportement du président Trump face à cette recherche de la paix. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, j'ai soutenu sa position quand il dit à l'Ukraine, moi, je ne veux pas de guerre. Et je n'ai pas soutenu la position de l'Europe quand l'Europe dit, je vais armer l'Ukraine. Ça, c'est un fait. Mais moi, je vais rappeler un peu l'histoire au président Trump, l'histoire américaine. C'est que l'histoire américaine, ce n'est pas le temps d'un mandat. L'histoire américaine, ce n'est pas 4 ans de mandat ou encore un renouvellement de mandat. L'histoire américaine, c'est un livre historique qui permet à n'importe quel président américain de se rappeler ce qui a fait la force de l'Amérique. Ce qui a fait la force de l'Amérique, ça, bien sûr que l'Amérique a su se distinguer par sa politique peut-être militaire ou économique de l'époque, mais le président Trump doit comprendre que pour gérer un pays comme les États-Unis d'Amérique, il faut être un président qui recherche la paix et c'est ce que nous avons salué dans son comportement face à l'Ukraine. Néanmoins, moi, j'ai regardé quelque chose très rapidement ici et pour aboutir à cela, je vais rappeler au président Trump qu'il n'a pas manqué la commémoration des 1000 ans d'amitié qui existent entre la France et l'Amérique, dont le président Joe Biden a commémoré récemment, je crois, il y a 2 étés passés, ou 3 étés par là, avec le président Emmanuel Macron de la France. Alors, je vais expliquer une chose et peut-être que ma façon d'expliquer, je ne réussirai pas forcément à poser les mots sur la réalité, mais j'espère pouvoir me faire comprendre. Parce que il faut comprendre que ce qui construit une histoire, ce ne sont pas les amalgames ou encore les coups bas. Il faut savoir que la position des politiciens est une position tellement stratégique, si bien que c'est très facile d'atteindre tout un monde entier à partir d'un seul président. Et c'est aussi l'intérêt d'être très bien entouré pour éviter de tomber dans l'amalgame. Parce que c'est très facile de tomber. C'est très facile de perdre route.
Moi, je vais leur expliquer la raison. C'est que quand on nous donne, alors j'hésite, je n'hésite pas, mais je vais trouver le bon mot. Lorsque nous avons la parole, il faut utiliser cette parole dans l'intérêt de rechercher une cohésion internationale. Je comprends les intérêts économiques, mais comme je vous ai toujours dit, la gouvernance politique n'a rien, ou encore financière, n'a rien à voir avec les combats, avec la guerre. D'ailleurs, la guerre est un ennemi de la politique. La guerre est un ennemi, est un ennemi de la politique, est un ennemi de la finance, est un ennemi social. La guerre, c'est en effet le diable planté au milieu du monde. C'est tout ce que je peux vous dire. Et donc, si vous voulez, puisque vous qui êtes, des personnes qui recherchez des questions, qui recherchez la vertu, peut-être d'autres dieux qui n'existent pas et donc vous les créez dans votre tête. En effet, si vous les cherchez, vous allez les trouver dans la guerre. Parce que quand on regarde la position économique russe ou ukrainienne avant la guerre, aujourd'hui on en déplore. On en déplore le sens, la conséquence. Et rappelons-le que au-delà de tout ça, quand on est un gouvernant ou un politicien, d'ailleurs, nous avons écrit sur cette histoire. Quand je dis nous, c'est dit qu'avec l'aide de Dieu, moi, j'ai pu écrire sur cette histoire pour que les politiciens puissent comprendre la responsabilité qui est la leur. Parce que on nous dit, nous, par exemple, moi, par exemple, prenez mon exemple. Tout le monde me dit, oui, elle ne veut pas entrer dans un code, une couleur. Pourquoi elle ne veut pas choisir un numéro? Je leur dis, ce n'est pas le fait de choisir un numéro et de même me retrouver dans une belle voiture ou avoir tout ce qu'il faut. Le problème, ce n'est pas le numéro. Le problème, c'est le bon numéro. Le numéro qui ne doit pas me tromper. Le numéro qui ne doit pas me permettre de me mettre sur la mauvaise voie. Le numéro qui ne doit pas me dérouter. Et oui, le numéro qui va me permettre de rechercher cette paix internationale, cette construction internationale que je recherche avec l'aide de Dieu depuis maintenant des années, depuis 3 ans maintenant. Donc, vous ne pouvez pas tout simplement penser que le temps d'une voie, c'est le temps de la destruction. Mais non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je vais vous expliquer la raison. C'est qu'un mandat, c'est un mandat. Un mandat, il s'arrête à un moment ou à un autre. Et donc, et vient une autre personne qui doit continuer la politique du même mandat. Moi, j'ai expliqué aujourd'hui au président Trump que lui, il n'est pas seulement le successeur du président Joe Biden, mais il est le successeur de tous les présidents américains qui ont construit l'histoire américaine et qui ont raconté l'historique américain dans les livres américains, dans les livres d'histoire américains qu'il tient entre ses mains. Alors cette histoire, l'histoire américaine, c'est une histoire purement et simplement occidentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, le président Trump peut prendre toutes les mesures qu'il a, mais il sera très surpris parce qu'on va lui expliquer un tout petit peu les conséquences de ces mesures qui ne sont pas à son avantage. Parce qu'il ne faut pas se servir des États-Unis d'Amérique ou de se servir de la position du président Trump qui est un challenger, quelqu'un qui a envie de réussir, ainsi de suite, pour détruire la stabilité de l'Occident. Et parce que la Russie n'apportera rien de plus à l'Amérique que l'Occident ne l'a apporté dans le livre d'histoire américaine. Oui, exactement, c'est ça. Alors, je vais expliquer une chose. C'est que comme on a des gens qui se permettent de décider d'attaquer l'Occident, aujourd'hui, l'Occident est considéré comme un carrefour planétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Occident regroupe de millions de personnes, peut-être même des milliards de personnes qui viennent d'autres territoires du monde. En Occident, aujourd'hui, on trouve tous les peuples de la Terre. Alors, quand on vient attaquer l'Occident, on n'attaque pas seulement l'Occident, mais on attaque tous les autres peuples de la Terre. D'ailleurs, moi qui vous parle, naturellement, je suis française, mais j'ai des origines. Et comme beaucoup d'autres, et comme de nombreuses personnes qui viennent d'autres continents et qui se sont attachées à l'Occident, il faut quand même avoir en mémoire
cette reconnaissance de l'histoire et cette responsabilité de l'ouverture des frontières par les politiciens et les politiciennes de l'Occident pour mener toutes les tensions, pour réguler, abaisser et même oublier, rejeter toutes les tensions qui pèsent sur l'Occident aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que une autre partie du monde doit être concernée par l'histoire, par les tensions. Je suis simplement en train de dire que le monde peut évoluer sans toutes ces tensions. D'ailleurs, moi, je vais expliquer une chose au président Joe Biden, pardon, au président Trump, autant pour moi. Je vais lui expliquer une chose. Je me suis penchée aujourd'hui sur les populations, sur le nombre de personnes, sur la population américaine des États-Unis. Je ne parle pas de la population du continent américain. Je parle de la population des États-Unis d'Amérique. Et sur la population de l'Union européenne. Dans l'Union européenne aujourd'hui, nous sommes à peu près 450 millions de personnes. À peu près 450 millions de personnes, peut-être un peu plus ou moins. En fait, c'est le nombre de personnes qui vivent aujourd'hui sur le sol, pas de l'Europe, pas du continent européen, mais de l'Union européenne. J'ai également fait le même calcul. Enfin, le même calcul. J'ai également recherché le même nombre sur Internet et j'ai découvert qu'aujourd'hui, il y a en Amérique à peu près 341 millions de personnes. Moi, j'explique au président Joe Biden, au président Trump, autant pour moi, qu'il faut qu'il tienne compte de cette réalité. Et ces chiffres ce nombre n'est pas banal. Il y a une raison fondamentale à cela. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde le nombre, la population russe, dont tout le monde dit ils sont 100 millions, ils sont ceci, cela, ils sont peu importe, mais ça n'apportera pas plus au président Trump quant au soutien des États-Unis. Parce que si aujourd'hui, l'Europe décide de lâcher les États-Unis, alors les États-Unis seront avalés par leurs concurrents. Et si aujourd'hui, l'Europe décide de lâcher les États-Unis, l'Europe sera assaillie par ses concurrents. Si moi je leur dis, il faut qu'ils sachent que c'est la vérité. Parce que les tensions qui règnent aujourd'hui en Occident ne sont pas des tensions simples. Parce qu'il suffit d'additionner cette population pour savoir que l'Occident aujourd'hui gravite à peu près sur 1 milliard de peuples. Il faut être capable de comprendre cette importance, de comprendre l'importance de ce nombre pour créer une nouvelle politique qui sera le temps d'un mandat. Le temps d'un mandat, c'est le temps d'un mandat. Le temps d'un règne, c'est le temps d'un règne. Un règne, c'est un livre d'histoire qui s'écrit sur le temps, qui s'améliore positivement. Et un mandat, c'est un séjour court qui, à un moment ou un autre, s'arrête. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, le temps d'un mandat. Le temps d'un mandat, on ne peut pas remettre en question toute l'historique politique, tout le livre d'histoire qui ont été écrits par des pères et des mères sur des générations et des générations. Il faut aussi prendre à responsabilité cette cosmopolité populaire, de population dont bénéficie aujourd'hui l'Occident. Ce serait irresponsable aujourd'hui de se dire qu'on soutient, par exemple, qu'on veut mener une politique de bon sens avec l'Afrique, quand on vient attaquer l'Occident, sachant le nombre de peuples africains qui vit sur le continent européen américain. Ce serait irresponsable aujourd'hui de croire qu'on aimerait les Américains. Quand je parle des Américains, en ce moment, je parle du continent. Qu'on aimerait les Américains en venant sur le sol européen aujourd'hui ou occidental l'attaquer, d'autant plus que les Américains ne sont pas simplement les États-Unis d'Amérique, il faut aussi compter le Brésil, la Colombie, le Mexique,
tous ces pays, l'Argentine et tous ces pays qui gravitent en fait autour, en fait qui forment ce continent. C'est quand même faire de la politique, c'est une recherche du bon sens, c'est une recherche de la construction d'une histoire basée sur une réussite et non pas sur un échec. Et quand je rappelle cette population, si je rajoute à peu près les 100 millions de population, et quand je dis 100 millions, ça c'est la population anglaise et la population océanienne, ils sont pas très nombreux en Océanie. Anglaise, pourquoi? Naturellement parce que l'Angleterre, on sait que l'Angleterre a fait le Brexit, on le sait. Donc, quand on additionne sa population à celle de l'Océanie, parce que il y a les pays du Commonwealth, il y a l'Australie qui est directement regroupée, reliée à l'Angleterre, on atteint un peu plus que 100 millions de personnes. Et en cas de tension, on a toutes ces personnes qui vont choisir leur camp. Les États-Unis ont besoin des faveurs. Si les États-Unis recherchent les faveurs de la Russie, et je vais lui dire une chose, je vais dire une chose au président Trump, que de toutes les manières, il n'aura pas la faveur de la Chine. Pas du tout. Il n'aura pas la faveur de la Chine. Et donc, s'il recherche les faveurs de la Russie, alors il a perdu. Pour une raison qui est très simple, tout simplement parce que la Russie ne peut pas, même si la Russie a l'armement, il n'y a pas que l'armement qui porte la guerre. Les gens peuvent, l'Océanie peut aligner tout l'armement qu'il veut, mais un pays nombreux peut détruire tout cet armement parce que toutes ces personnes, tout simplement parce que ce n'est pas simplement l'armement qui combat, c'est le peuple qui combat. Donc, quand on en arrive à ça, le président Trump qui a apporté les changements, moi je vais lui parler des recettes de toute cette fraude économique qu'ils ont découvert sur dans les caisses des retraites. Je vais leur dire que c'est notre projet. Ce n'est pas le projet cette idée ne vient pas de Elon Musk. Même si je le respecte de monsieur Elon Musk, je ne connais pas son titre parce qu'apparemment il n'a pas été validé. Avec tout le respect que je lui dois, je vais lui rappeler que les mêmes recettes, les mêmes fraudes, nous les avons découvertes en France sous l'administration de l'ex-premier ministre Gabriel Attal, qui a rapatrié les fonds de retraite en France. Et ça, c'est mon projet que j'ai porté avec papa et avec notre Dieu, qui m'a parlé, qui m'expliquait le fondement même de la politique. Et donc, il faut qu'ils comprennent que ce projet, ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais c'est parce que c'est la vérité que si vous interrogez de nombreuses personnes, les personnes vous diront c'est vrai. Elle l'a même écrit dans un de mes livres, je ne sais plus lequel, parce que bon, comme j'écris plusieurs livres, j'en ai écrit plusieurs, mais je crois que c'est dans le livre Le Management Divin, dans lequel nous avons étalé, étayé, expliqué comment faire la politique en recherchant une cohésion sociale, comment rechercher l'enrichissement, comment fonder une société qui réussit. Parce que toutes ces guerres, viennent d'une sorte d'irresponsabilité. Ce qui porte l'économie, c'est la population. Plus une population va être nombreuse, plus l'économie sera forte. Aujourd'hui, on a beau reconstruire l'Ukraine, mais les personnes qui étaient des consommateurs et des consommatrices qui ont été tués ne se lèveront plus pour consommer. Pour construire cette partie de la population, il faudra attendre des années et des années. Vous imaginez aujourd'hui si l'Ukraine a perdu, je sais pas, 2 millions de personnes dans cette guerre ou 3 millions de personnes dans cette guerre. Imaginez-vous tout l'argent que l'Ukraine perd chaque jour. C'est-à-dire que imaginez que l'Ukraine ne perde que, je vais dire, 1 euro par jour. C'est 3 millions, c'est 2 ou 3 millions d'euros par jour que l'Ukraine perd avec toutes les personnes qui sont décédées dans la guerre. Et de plus, s'il faut multiplier par 10, donc on va arriver à 3 millions, donc 30 millions, on arrive à 90 millions que l'Ukraine paie tous les mois pour avoir, bien sûr, qu'il y a l'effet de la jauge, il y a les transactions, on ne peut pas tout à fait tabler sur ce chiffre en disant ceci, mais ce sont des centaines de millions que l'Ukraine perd rien qu'avec la population
qu'elle a perdu pendant la guerre. Et c'est la même chose pour la Russie. Donc, la guerre ne rapporte rien. La meilleure façon de détruire une économie, ce n'est pas forcément de construire l'armement. Mais c'est tout d'abord c'est tuer la population. Et ça, c'est une réalité. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas pour remettre en question tous ces mouvements, toutes ces enquêtes financières qui aident les pays à reconstruire leur économie ou encore à remettre des bases, à poser des bases économiques dans leur pays afin de favoriser une émergence, une prépondérance économique, financière et sociale. Non, il ne s'agit pas de ça du tout. Ce que j'invite à dire, c'est la recherche de la paix. Et ce ne sera pas en faveur de la Russie. Moi, je vais dire au président Poutine, ça ne lui sert à rien de ne pas accepter ces pourparlers. Peu importe les manipulations qui se cachent derrière cette négociation de la paix. Moi, je vais vous expliquer une chose. Au cas où vous n'arrivez pas à trouver la paix, si la guerre s'expanse, il n'y aurait pas de gagnant. Et naturellement, il y a une personne qui ne veut que personne ne gagne. Alors cette personne, c'est qui? Cette personne, il faudrait qu'on sache qui veut absolument détruire cette paix. Et donc, c'est à partir du moment où vous allez faire votre enquête. Et là, c'est une enquête qui est généralisée. Aussi bien du côté, moi j'appelle les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs, j'appelle tous les continents du monde à rechercher qui est la personne qui ne veut pas que la paix règne dans le monde. Qui est cette personne? Pourquoi? Que recherche-t-elle? Que veut-elle dans le monde? Et à partir de là, nous allons répondre à ces questions. Ça ne sert à rien de créer des tensions, de diviser les populations. Il faut les unir. D'ailleurs, j'appelle la Russie à revoir sa politique. Qu'est-ce qui a le plus divisé la Russie avec l'Europe? Mais naturellement, c'est sa politique africaine. Et il faut le dire et le redire une fois de plus au président russe que c'est la politique africaine. Qu'ont fait les géolieux de la Russie? Ils ont placé la Russie en avant. Ils ont dit, on va te faire, tu vas convoiter toute l'Afrique. On va te positionner devant l'Afrique. Nous allons bannir l'Occident et nous allons bannir l'Occident de l'Afrique. On va te positionner, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont forcé, comme ils sont en train de faire avec maintenant les dirigeants des pays. Ils les manipulent, ils manipulent celui-là en disant, tiens, on va donner la force à l'Europe. L'Europe va dépasser les États-Unis. Dire aux États-Unis, mais non, mais les États-Unis ont toujours dominé le monde. Donc, aujourd'hui, il nous est impossible de perdre pied. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils veulent diviser presque un milliard de personnes dans le simple but de quoi? De régner sur ce qui ne dure pas. Parce que la politique, ce n'est pas le fait de parler. Non. La politique, ce n'est pas la parole émise. La politique, c'est la parole transactionnelle. Tu dis quelque chose pour une réponse qui aboutit à une solution qui est cohérente. Et c'est ce qu'on dit. Donc, on appelle à la paix. On appelle à la reprise des consciences, à l'histoire même du monde. Il faut arrêter avec la nostalgie. On sait ce qui a détruit aujourd'hui la Russie. Bien sûr que la Russie ne doit jamais oublier que derrière sa politique, derrière sa guerre, se cache la politique africaine. Et qu'aujourd'hui, même la position de l'Europe, parce que vous dites, ah oui, non, mais d'accord, c'est parce que, mais l'Ukraine, ok, l'Ukraine, c'est une infime partie de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe, dans sa politique africaine que je conteste et qui doit être revue différemment pour mener à bien une politique de bon sens avec l'Afrique, je vais dire à la Russie que derrière cette guerre se cache la question africaine de la politique africaine. Parce que je soutiens la Russie. Moi, je n'ai pas à soutenir la Russie. J'appelle à la responsabilité. Aujourd'hui, vous n'allez quand même pas commencer comme l'histoire d'un prince à Sarajevo. Un prince a été assassiné à Sarajevo et ça a créé une guerre. Non mais oh, aujourd'hui on voit des princes qui sont chassés de leur pays et ils chassent des princes, ils gardaient des bagnards. Donc, excusez-moi de vous dire ça, mais à un moment donné, il va falloir que nous soyons tous en accord avec cette réalité qui nous permet à tous et à toutes
de construire une politique de justice, de construire une politique de justesse pour porter le monde à l'avant. J'ai entendu dire que il faut que la France quitte l'OTAN, mais quelle erreur! Quelle erreur de quitter l'OTAN! Pourquoi la France doit quitter l'OTAN? La France doit rester dans l'OTAN. Au contraire, s'il y a un moment où la France doit rester dans l'OTAN, la France doit rester dans l'OTAN et d'ailleurs l'OTAN doit se fortifier, non pas pour aller attaquer d'autres pays, mais tout simplement pour construire, pour continuer à écrire son histoire telle qu'elle a débuté. Et c'est une histoire de force. Si les États-Unis aujourd'hui qui se dit, avec le mandat du président Trump, qui chapeaute 340 millions, 340 ou 41 millions de personnes, si lui se dit aujourd'hui qu'il va quitter l'OTAN, c'est son problème. Mais il faut qu'il sache qu'il faut qu'il pèse le pour et le contre. Le nombre de ses militaires contre le nombre de ses militaires contre le nombre des militaires d'autres. La quantité, la puissance de son armement contre la puissance de l'armement d'autres. Il ne s'agit pas d'un pays, il s'agit d'une équipe. Et quand on parle d'équipe, il faudrait que n'importe quelle personne puisse apporter une réponse cohérente. Il n'y a pas un meilleur moment de consolider les forces européennes qu'avant. C'est-à-dire que c'est le moment maintenant. Moi, je suis européenne et je défends formellement cette position. Je défends, mais plus que jamais, la consolidation. J'appelle à toutes les forces européennes de se mobiliser, de préparer notre défense. Si on attaque un pays en Europe, on nous a tous attaqués. Parce que c'est notre peuple. Parce que nous sommes des Européens. Et naturellement, je ne peux pas oublier le monde. Je fais partie, comme tous les croyants du monde, de l'histoire du monde. On ne peut pas oublier les peuples du monde. On va appeler tous les croyants du monde à entrer en prière pour dévier vraiment, pour déjouer l'ennemi, pour le surpasser, pour que nous soyons plus forts, pour que nous soyons la réponse même à la paix dans le monde. C'est devenu vraiment terrible. Ce qui se passe, on ne comprend pas. Les bases du monde sont disloquées. Les sources du monde sont de part et d'autre complètement biaisées ou complètement déstructurées. On ne comprend plus ce qui se passe. Mais je vous invite à chercher l'ennemi. Qui est l'ennemi? Que veut l'ennemi? Quelle est sa volonté? De rechercher qu'est-ce qu'il veut? Se positionner en tant que leader dans le monde en trompant tout le monde? Moi, je ne sais pas qui c'est. Aujourd'hui, je vous rassure que moi-même, je ne peux pas questionner Papa Yahvé pour lui dire « Est-ce que tu peux me dire qui est cet ennemi ?» Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que imaginez que j'ai une réponse qui n'est pas réelle. Imaginez que j'ai une réponse et que ce soit une réponse avec avec la période de la Stephen Hawking qu'on vit. En fait, moi, je serais complètement anéantie. Je ne comprendrais pas grand-chose. Je serais complètement perdue. Non, je ne veux pas faire cela et ça ne m'intéresse pas de le faire. Tout ce que je veux, moi, vous inviter à faire, c'est de rechercher la paix, de continuer à construire l'histoire et de rechercher la paix sur les autres continents. Je ne comprends pas à quoi ça vous sert. Que vous puissiez vous armer, je comprends que vous vous armiez et que vous protégez le pays. Et il ne faut pas laisser la France à l'abandon. Ou encore, si on attaque la France aujourd'hui, demain ce sera notre pays. Ne croyez pas que si les gens viennent attaquer la France, ils diront super, on a attaqué l'ennemi et puis c'est bon. Non, c'est faux. Ce sera un autre pays. Pourquoi? Parce que rappelez-vous du triathlon de 2021, je crois, de juin 2021 ou juin 2022. Qu'est-ce qui s'était passé en ce moment-là? C'était un problème qui opposait et la France. Qui avait débuté avec un contrat des sous-marins avec l'Australie et la France. Après, ça impliquait l'Angleterre et impliquait les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez que ce n'est pas une question qui est liée à la France. C'est trouver le maillon faible pour le détruire. Et c'est ça que nous avons réussi à comprendre. La recherche de la paix fait barrage à l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu honte quand il s'en est rendu compte qu'il ne pouvait pas s'en jouer ces personnes ces trois pays. Il en a eu honte. Heureusement que Papa avait été là et qu'il a dit non. Alors non. On ne va pas accepter ça parce que ce n'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas cautionner cela. Vous voyez très bien qu'on a réussi. Et le président Joe Biden
a usé de la diplomatie et puis il a pris du recul pour dire non mais l'histoire entre la France et les États-Unis, ce n'est pas simplement une histoire d'intérêt. Naturellement, il y avait des intérêts très financiers d'un très très grand montant qui était comptabilisé, mais ils ont compris que l'apport de la paix dépasse tout. La preuve, si je vais dire au président au président Donald Trump que si en 2021-2022 la guerre avait éclaté entre ces trois pays, aujourd'hui le président Donald Trump n'aurait pas hérité d'une Amérique en paix. Il aurait hérité d'une Amérique en épave de guerre. Parce que ce que l'ennemi recherchait, c'était naturellement la destruction, la décimation de l'Occident. Et il fallait trouver des points stratégiques, des points de divergence qui devaient parvenir à les diviser. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je ne peux pas dire mieux que ça. Je ne peux pas dire autrement. Moi, c'est le message que je vous porte aujourd'hui. Et j'espère très sincèrement que vous allez pouvoir comprendre. Et comme d'habitude, je le dis avec toutes les bonnes intentions qui m'animent. Donc, je ne veux pas de problème. Et je veux que vous puissiez comprendre cela dans mon langage le plus simplifié.